Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer ce qu'est être accompagnateur socio-professionnel. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne parce que ça me permet de montrer que mon travail sert à quelque chose et qu'il vous plaît. Je commence par préciser que ce que je vais vous dire correspond au travail que j'ai effectué, qui correspond donc à la ville où je suis, à l'association dans laquelle j'étais, aux tâches qui m'étaient demandées. En fait, tout peut être modifié et tout peut être à détailler selon où vous travaillez, que ce soit en campagne, que ce soit en ville, selon si c'est une association intermédiaire, si vous êtes plus dans le domaine du privé, dans le domaine du public, si vous êtes... Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu. Moi, je vais vous dire les bases qui, je pense, pourraient être partout les mêmes bases pour ce qui est du métier d'accompagnatrice socio-professionnelle. Pour autant, tout est à prendre avec des pincettes, dans le sens où c'est mon expérience personnelle et qu'elle n'est pas forcément la même pour tout le monde. Voilà. Petite précision faite. Ma ville est une ville de taille moyenne. On n'est pas sur l'immensité d'une ville comme Paris et on n'est pas sur une petite ville de campagne non plus. On est vraiment en ville dont je qualifierais de ville moyenne. J'ai un petit papier parce qu'il faut m'aider à suivre. Du coup, j'étais en remplacement, donc j'ai effectué un remplacement de 4 mois dans une association intermédiaire. En gros, l'association intermédiaire, c'est une asso qui a pour objectif l'embauche de personnes qui sont sans emploi, donc accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi, des personnes qui rencontrent des difficultés sociales, des difficultés professionnelles. Et l'association intermédiaire, en fait, elle leur permet d'avoir et un accompagnement et de les mettre en relation directe avec des recruteurs, donc en les mettant dans l'emploi par voie d'intérim. Donc en gros, pour simplifier la chose, l'association intermédiaire permet un côté accompagnement, un côté intérim. Mais les deux vont ensemble absolument. C'est vraiment très simplifié, mais en gros c'est ce qui se passe. Je vais parler vite fait des études que j'ai fait pour avoir ce travail. Donc vous pouvez faire ce genre de métier, par exemple si vous avez un diplôme du travail social. Que ce soit assistante sociale, éducateur spécialisé, j'en passe beaucoup. Un diplôme du social permet généralement d'avoir ce poste sans gros soucis. Moi, j'ai une licence professionnelle accompagnement social, intervention sociale. C'est aussi un diplôme du social, mais c'est pas dispensé par les IRTS, les ITS et compagnie. Moi, j'ai eu mon diplôme sous la fac, donc j'ai été à l'université, j'ai eu mon bac+3 universitaire. Mais on est sur des acquis similaires. Il existe aussi je crois que c'est sur 1 an ou 2 ans, 1 an je pense, une formation pour adultes de CIP, donc conseillère en insertion professionnelle. Je mets au féminin parce que je parle de moi, mais au masculin ça fonctionne aussi. Et ça aussi, ça permet du coup d'accéder à ce poste d'accompagnateur socio-professionnel. Mais du coup, la personne sera un peu plus basée sur l'insertion pro, mais ça, je pense que ça s'apprend de toute façon. Tout s'apprend en travaillant, donc voilà. En quoi consistait mon travail ? Mon travail en fait se découpait de plusieurs parties. Donc moi j'avais le pôle accompagnement socio-professionnel et par exemple ma collègue elle avait le pôle mise à disposition, on appelait ça, donc en gros proposer des petits travails, des petits jobs d'intérim aux personnes que j'accompagnais. La personne que j'accompagnais faisait obligatoirement de l'intérim et allait obligatoirement, si elle venait, à mes rendez-vous pour avoir un suivi social et professionnel où moi je prendrai un petit peu des nouvelles sur comment ça se passe côté travail, les freins et compagnie. Donc ça va toujours de pair, on fonctionne ensemble, les deux pôles en fait marchent ensemble, sinon ça marche pas. Voilà. Ça se découpait en différents entretiens, donc ça par contre ça peut différer selon les endroits, mais en association intermédiaire je pense que ça se découpe souvent comme ça, en tout cas ça me paraît très cohérent moi comment c'était fait. On a un premier entretien qui est un entretien de premier accueil. Pendant cet entretien de premier accueil, j'accueillais les personnes qui venaient parce qu'elles, soit elles avaient entendu, soit elles avaient été orientées ou autres, qui venaient à l'association. Donc j'accueille ces personnes, ça dure à peu près 1 heure, et je cherche moi à savoir qui elles sont, ce qu'elles comprennent de pourquoi elles sont là en fait, et ce qu'elles cherchent. Voilà, ce qu'elles comprennent de l'endroit, ce qu'elles cherchent et qui elles sont. En gros c'est des grosses thématiques, mais c'est à peu près ça. Pendant 1 heure, en fait, je vais du coup parler avec eux voilà, est-ce que vous êtes originaire d'ici, si oui, comment ça se passe, sinon comment ça se passe, est-ce que vous avez des freins spécifiques à l'emploi, c'est-à-dire est-ce que vous avez le permis par exemple, non, oui, est-ce que vous voulez passer le code, ah vous êtes en train, d'accord, ça c'est bien,
Ça peut être aussi des choses sur... vous avez des enfants, ah mince, vous pouvez pas les faire garder, ah bah alors faudrait peut-être trouver un petit moyen de trouver peut-être une nounou, enfin, tout ce genre de choses, et à la fin demander, bah voilà, qu'est-ce que vous, par contre, vous attendez de nous. Et donc là, c'est là un petit peu qu'on va voir si la personne souhaite s'engager dans son parcours de réinsertion socio-professionnelle ou pas, ou aussi, et ça très important, si la personne n'est pas au bon endroit. Si elle est venue d'elle-même, peut-être qu'elle ne sait pas ce qui existe d'autre dans nos partenaires et que du coup, nous, on va pouvoir la réorienter après. À titre d'exemple, une personne qui aurait un fort handicap, par exemple, et nous, les missions qu'on proposerait pourraient peut-être ne pas correspondre à ce type de handicap-là, la rediriger vers une association qui va aider à s'insérer les personnes avec tel type de handicap. Vous voyez, ça c'est ce genre de choses, c'est ce que permet de délimiter l'entretien de premier accueil. Si jamais, à travers cet entretien, moi il y avait une petite commission, je pense que ça doit être le cas un peu partout, si jamais on prend la personne, à ce moment-là, on l'appelle et on la contacte pour un rendez-vous initial. Je crois qu'il s'appelle pas rendez-vous initial, mais dans ma tête je l'ai mis comme ça. Dans ce premier rendez-vous, on revient un petit peu sur tout ce dont on a parlé au premier rendez-vous d'accueil et on approfondit un petit peu chaque axe. C'est-à-dire qu'on va approfondir l'axe mobilité, on va approfondir l'axe vie sociale, on va approfondir l'axe métier, est-ce qu'elle a eu des diplômes, est-ce qu'elle a fait des stages, est-ce qu'elle voudrait faire plutôt une formation, est-ce que toute la partie professionnelle, on peut aller sur quel axe aussi, bah, l'axe garde d'enfants et compagnie, l'axe intégration, bref. Pour ce premier rendez-vous, on va essayer d'axer un petit peu tout ça et on va voir aussi avec la personne quelle mission d'intérim parmi celles qu'on propose elle veut faire. Sachant que la personne est obligée d'accepter de faire ça, enfin de se lancer dans le monde du travail, sinon elle n'est pas dans le bon organisme. Mais du coup, ça dépend de mon association, donc association intermédiaire. Si vous êtes accompagnateur socio-pro, il y a quand même pro dedans, mais bon, selon l'association dans laquelle vous travaillerez ou l'entreprise dans laquelle vous travaillerez, peut-être que vous ne serez pas amené à faire ce genre de petites choses. Voilà, et donc ensuite va venir des entretiens réguliers, donc ça je parle pour tous les postes. Que ce soit accompagnateur social ou socio-professionnel, peu importe l'asso, le public et compagnie, on va être amené à faire des rendez-vous réguliers, donc des rendez-vous individuels ou collectifs. Les rendez-vous individuels, c'est rendez-vous entre moi et la personne que j'accompagne. Ça peut être tous les mois, ça peut être toutes les 2 semaines s'il y en a besoin, peut-être toutes les semaines pendant un certain temps, peut-être pour certains après se passer de quelques mois parce qu'on voit que ça va bien. Ça, c'est des choses dans le projet individuel, donc quelque chose que vous allez établir avec la personne, qui va s'acter au fur et à mesure. Pendant ces rendez-vous, on peut parler de tout. On n'est pas psychologue, attention, on n'est pas psychologue. Si on voit par exemple que les rendez-vous prennent un penchant un peu trop médical, un peu trop psychologique, etc., notre rôle en tant qu'accompagnateur socio-professionnel, c'est d'orienter la personne. Ça n'est pas prescrire. C'est orienter la personne, c'est-à-dire c'est proposer à la personne les partenaires et les solutions qu'il existe pour tel et tel frein qu'il pourrait rencontrer dans sa vie, et après peut-être accompagner vers les démarches pour aller vers tel ou tel partenaire, mais ça n'est pas prescrire, ça n'est pas, on n'est pas médecin, on n'est pas psy, on n'est pas, tout ça c'est pas notre domaine c'est l'accompagnement. Et ça, je mets ça bien au clair parce que du coup, il y a une distinction entre accompagnateur socio-pro et vraiment professionnel dans tel ou tel domaine. Si vous voulez aider les personnes vraiment dans leur psyché et compagnie, faites des études de psychologie. Vous serez vraiment mieux avec ce qu'il faut et en face de ce qu'il faut, quoi. Tout ce qu'il faut. Beaucoup de fois le mot ce qu'il faut. Bref, du coup, oui, on travaille sur tous les freins. Ça peut être de l'hébergement aussi. Frein d'hébergement, frein de mobilité, frein de garde d'enfants et compagnie. Et du coup, moi, dans mon entreprise, en parallèle, des missions étaient données à mon intérimaire pour ma collègue et pour moi, mon usager, du coup. Et du coup, avec les rendez-vous, je le voyais un petit peu tous les mois. On voyait un petit peu comment ça se passait au travail. Ça correspond, ça correspond pas. Ah, on voit que vous avez des problèmes médicaux, le dos, ça va pas, on va partir sur autre chose et compagnie. Et en fait, l'objectif de ces accompagnements, c'est d'aider les personnes à se réinsérer au mieux
dans la société, que ce soit socialement, que ce soit professionnellement, sachant que très souvent les deux vont de pair, une personne qui est bien dans son travail et qui va réussir à... en fait, quand on travaille, on se sent valorisé, on acquiert son salaire, donc on arrive à être autonome, donc on peut se payer le permis, donc on peut avoir accès à telle ou telle chose, et aussi on a des collègues, donc on a des liens sociaux, on entretient des choses. Du coup, avoir un travail, c'est vraiment un atout pour la réinsertion sociale, mais ça n'est pas toujours possible, et malheureusement, dans les accompagnements, très souvent, on ne voit pas la fin de l'accompagnement, parce qu'on est sur des durées de 2 ans, de 24 mois. Je sais que pour beaucoup d'associations c'est ça, certaines autres il n'y a pas de durée, mais souvent c'est des plans de 24 mois d'accompagnement et après c'est redirigé vers une autre association qui prend le relais. Donc il faut être conscient de ça aussi parce que c'est un métier qui peut être très frustrant et dans lequel on peut se sentir très souvent démuni, ça c'est une certitude, que ce soit démuni parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires ou que ce soit démuni parce que ça n'aboutit pas. J'ai accompagné énormément de personnes et beaucoup trop ça n'a pas abouti en fait. On donne beaucoup, mais il faut comprendre aussi que c'est l'usager qui doit se saisir de ce qu'on va lui offrir, se saisir de l'accompagnement et donc accepter notre aide. Et parfois ça marche pas, c'est pas de notre faute, c'est pas de sa faute, il y a plein de freins, c'était peut-être pas le moment pour lui d'être accompagné, c'était peut-être pas la bonne association pour lui, le lien était peut-être pas... Il y a plein de peut-être pas qui font que on peut vite être frustré, que ça n'avance pas, voire même que ça recule. Et pour autant, c'est vraiment le cœur du métier. Voilà, le cœur du métier c'est de ramer, de couler, de reculer, de réavancer, d'essayer de choper un truc, de croire qu'on va y arriver, mais en fait non, il y a un caillou, enfin... C'est un métier comme ça où on peut vite être frustré et vite se poser des questions sur soi et il faut savoir prendre beaucoup de recul et c'est vraiment, c'est un métier où il faut savoir prendre du recul sur soi et sur sa pratique professionnelle. Après, j'espère que je suis pas trop mélangée, mais en gros ce qu'on peut faire, je sais qu'il y en a qui vont me demander, concrètement dans l'accompagnement. Concrètement, j'avais une jeune femme qui était éloignée de l'emploi, qui n'avait pas le permis, qui parlait bien français, très bien français, mais elle n'avait pas le permis et pas de diplôme non plus. Donc, et pourtant, elle voulait travailler, elle voulait être animatrice périscolaire. Voilà. Sauf que pour être animatrice périscolaire, c'est bien un petit job d'intérim, mais c'est chouette aussi quand tu es recrutée par la mairie. Et donc cette jeune fille avait pour projet de passer le BAFA, mais n'avait ni les moyens de s'y rendre, ni les moyens de le financer. Et donc en fait, je vous raconte ce suivi parce que ça a été un suivi très très chouette et où je peux vous montrer aussi qu'il y a des belles choses de faites. Et en fait, au fur et à mesure, on a travaillé sur, la mobilité pour aller, si jamais tu vas faire ton BAFA. Le BAFA c'est là, t'habites ici, ok. T'as pas de vélo, ça marche. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre les bus. Donc ça a été une séance à regarder les plans de bus. Donc la carte, il y a tel bus qui passe là, tel bus là, ok. Ça c'était la première étape. Deuxième séance, on a regardé comment on peut avoir la carte de bus. Est-ce que c'est plus avantageux de prendre le ticket à 2 €? Ok, on va calculer combien d'allers-retours pour la séance de BAFA. Est-ce que c'est plus avantageux de prendre la carte à l'année qui est à 30 €? À ce moment-là, est-ce qu'il y a des aides? Comme tu n'as pas de revenus, on va voir s'il y a des aides un petit peu pour financer cette carte et compagnie à travers les associations. Ça, on était déjà sur 2-3 séances, vous voyez? Et c'est un accompagnement qui est très complet parce que la personne se saisissait de son accompagnement. Par la suite, du coup, on a fait des demandes d'aide et de financement BAFA. La CAF fait des financements BAFA, mais les personnes ne le savent pas forcément. Et nous, en tant qu'accompagnateurs socio-pro, c'est des choses du coup qu'on va être amené à connaître et à pouvoir proposer aux gens. Et c'est un petit peu notre rôle aussi d'avoir une veille informationnelle sur tous les partenaires qu'on a dans notre secteur, mais aussi sur toutes les petites aides et compagnies qu'on peut apporter. Donc là, c'était ça, c'était faire la demande à la CAF, remplir un dossier ensemble, une fois le dossier accepté de financement, s'inscrire ensemble à la session, donc faire les démarches et compagnie, et vient le jour où il faut y aller. Et donc parfois ça peut être, écoute, c'est le début de ton truc, je fais le premier trajet en bus avec toi. Hop, ça compte aussi dans le temps de travail, ce genre de choses. On fait le premier trajet de bus, et hop, puis ainsi de suite, tout se suit. À la fin de l'accompagnement, elle a obtenu son BAFA, elle a postulé à la mairie, elle a été prise à la mairie. Ça, c'est un accompagnement parfait et très complet parce qu'on a vraiment travaillé du coup sur tout un tas d'axes, que ce soit la mobilité,
que ce soit l'axe financier. Il y avait aussi l'axe social parce qu'elle avait beaucoup de préjugés sur le BAFA. Elle avait très peur de ce que les gens penseront d'elle et compagnie. Et gros coup de bol, moi j'ai passé mon BAFA à 17 ans, donc j'ai pu de moi-même la rassurer beaucoup sur ça, étant donné que j'ai l'expérience qui date d'il n'y a pas si longtemps, donc je sais parfaitement comment ça se passe le BAFA. Et bah voilà, en fait, c'est ultra intéressant ce genre de choses. Et si jamais par exemple j'avais pas passé mon BAFA et du coup pas pu la rassurer moi-même, et ben j'aurais peut-être réfléchi à organiser une petite session avec des personnes qui souhaitent passer le BAFA et des personnes qui l'ont déjà pas fait pour qu'elles discutent entre elles. Ça peut être aller rencontrer le personnel de l'UFCV, aller visiter. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre en place, que ce soit individuel ou collectif, qui est ultra intéressant dans le cœur du métier. À savoir, ça c'est magnifique ce que je vous dis, c'est la meilleure partie, c'est le cœur de notre métier. Pour autant, maintenant, c'est un métier qui est très administratif. Vous savez que ces métiers sont financés par l'État, sont financés par Fonds social européen et compagnie. Donc on doit rendre des comptes tout le temps, tout le temps, tout le temps. On doit faire des stats tout le temps. On doit dire ce qu'on a fait chaque minute de notre vie. Vous voyez que je l'ai un peu... Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Si on veut les financements et que nos métiers restent en place, on est obligé de faire ce genre de choses. Et du coup... bah, y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de commissions pour se mettre d'accord avec tel ou tel partenaire, et il y a beaucoup de saisies informatiques. C'est-à-dire qu'à la fin d'un entretien d'1 heure, je pouvais me bloquer au moins 30 minutes, et encore, moi j'ai toujours été habituée aux écrans, je suis la génération écran, donc je les faisais assez rapidement, mais pour saisir l'entretien, dire la durée, dire de quoi on a parlé, où est-ce qu'elle en est la personne sur tel ou tel truc, pour que ça puisse faire des statistiques, mais aussi pour pouvoir se rappeler nous-mêmes ou aux collègues si jamais on est malade et compagnie, où on en était de l'entretien, pour que la personne puisse prendre le relais au prochain rendez-vous qui peut-être a été posé dans 2 ou 3 mois. Donc ça a quand même du sens. Mais il faut savoir que si on n'est pas à l'aise avec l'administratif, va falloir l'être un petit chouïa. Quand même, c'est pas grave, mais c'est une grosse partie quand même du métier, quoi. Quand même. Je vous ai parlé de mes études, je vous ai parlé un petit peu de ce qu'on faisait. Si je devais résumer en gros les qualités ou les compétences à avoir pour être accompagnateur socio-professionnel, de la patience, beaucoup de patience, de l'écoute, de l'empathie, du non-jugement. On n'est clairement pas là pour juger qui que ce soit. Chaque personne qui va venir avec ses freins, freins à l'emploi, freins à compagnie, va venir avec ses freins, va venir avec ses peurs, va venir avec ses soucis personnels, professionnels. Et si on s'amuse à juger, c'est mort quoi. Enfin, on s'arrête au premier, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien, ça vous fera du mal à vous autant qu'à la personne. Le jugement, c'est inconcevable dans ce genre de métier. Être empathique, mais savoir mettre du recul aussi. C'est-à-dire que savoir entendre la détresse de la personne, pour autant ne pas lui promettre monts et merveilles si ce n'est pas possible, et ne pas vouloir être trop sur son dos et compagnie, parce qu'il faut quand même garder une relation professionnelle tout en montrant à la personne qu'il y a un lien de confiance, qu'elle peut nous faire confiance. Pour autant, on n'est pas ses amis ni sa maman, donc ça va pas être à nous d'aller la prendre dans nos bras et d'aller boire un verre le soir parce que ça va pas. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses qui peut parfois être un petit peu délicat. Faut pas être non plus bah non, tu pleures pas, hein, c'est bon, là on est... ça ne sert à rien non plus. Il faut savoir mettre une bonne distance. Une distance correcte, mais une bonne distance quand même. Il faut avoir une bonne gestion du stress, parce qu'il y a clairement des situations où ta jauge de stress, t'es là et tu te dis ça va le faire, donc faut quand même savoir gérer un peu ça. Et ça a été mon problème, et je l'assume et je l'explique parce que je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes, enfin le problème, ça arrive à beaucoup de personnes, c'est ne pas prendre les choses trop pour soi. Je vous le disais un peu tout à l'heure, quand un accompagnement échoue, sachant qu'un accompagnement n'échoue pas, on aura toujours apporté quelque chose à la personne, mais si l'accompagnement ne va pas au but dont on s'était fixé, il ne faut pas le prendre pour soi, il ne faut pas se dire qu'on est un professionnel, un mauvais professionnel, qu'on a mal fait les choses, qu'on aurait dû faire autrement, qu'on n'a pas fait assez, et tout ça je vous le dis parce que moi je me le suis dit à moi-même, le soir en rentrant chez moi, et après me dire tout ça, je me suis dit mais non Ameline, c'est idiot, c'est le cœur du travail, c'est un travail social, c'est un travail avec l'humain, donc c'est un travail qui peut être amené à faire réfléchir et à penser ce genre de choses, et surtout il ne faut pas,
Remettez-vous en question, c'est important de se remettre en question, c'est important de remettre sa pratique professionnelle en question. Ça, je dis pas du tout ça. Je dis de ne pas se taper sur les doigts avec un marteau gratuitement si quelque chose ne fonctionne pas comme on l'avait imaginé. Parce que sachez qu'à 98% des cas, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Comme la belle ligne qu'on avait vue de « il va avoir tel diplôme, tel métier, il aura des enfants, un chien, une belle maison ». Non, on n'est pas là-dedans du tout. Bon voilà, j'espère que je vous ai quand même donné une idée globale du travail, que je me suis pas trop éparpillée et que vous êtes arrivés jusque là dans la vidéo et que ça vous a quand même intéressé. Je vous rappelle encore une fois qu'il s'agit de mon expérience dans l'association où j'ai travaillé, dans la ville où j'habite. Tout peut un petit peu et même beaucoup parfois différer. Pour autant, le cœur de l'accompagnement social, c'est l'accompagnement. Et je pense vous avoir parlé des possibilités qu'on puisse avoir en accompagnement et un petit peu en quoi ça traduit. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. N'hésitez pas vous à me laisser des questions en commentaire. J'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo lorsque j'avais passé mon BAFA, comment se passe le BAFA, et à l'heure actuelle, elle est sortie en 2018 je crois. Ouais c'est ça. Et à l'heure actuelle, je reçois encore des questions dessous et j'y réponds encore, j'essaie le plus vite possible. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à me les écrire dans les commentaires. Et si vous n'osez pas dans les commentaires, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Instagram, mon compte Instagram plutôt, ame.li.ne. C'est mon compte Instagram de vidéos sur les livres. Pour autant, je suis la même personne derrière ce compte, donc si vous avez des questions à me poser par rapport au métier d'accompagnatrice socio-professionnelle, j'y répondrai sans souci sur Insta aussi si ça vous gêne de les mettre en commentaire. Sachant quand même qu'il n'y a aucune, mais alors mon Dieu, aucune réponse idiote, question idiote, j'allais dire réponse, aucune question idiote, et que la question que vous vous posez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire parce que beaucoup se la posent souvent. Une question qui peut vous paraître idiote, style est-ce qu'il y a des toilettes dans les locaux où on travaille? Peut-être qu'il y a 15 personnes qui se sont posées la même question et moi j'y répondrai sans aucun jugement et avec grand plaisir. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle journée. Ciao!